Bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, observateur de la vie numérique, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation. Alors première question, quelle est la définition pour vous de l'ubérisation? Alors c'est une très mauvaise réponse, mais je n'en ai pas. Donc il y a une partie de la population numérique qui va vous dire que c'est une révolution via les plateformes, avec un nouveau modèle économique qui contourne un peu le modèle existant, le disrupte et permet d'améliorer un service client via de nouveaux intermédiaires. Voilà, il y a une définition très numérique et très alambiquée. Après, on peut essayer de la regarder d'un petit peu plus haut et de la prendre par le bouleversement fondamental que ça apporte dans une société, particulièrement dans la société française. Parce que bien évidemment, l'ubérisation n'a pas le même impact dans une société, on va dire, très libérale ou très libéralisée, ou dans une société plus corporatiste, plus réglementée, où tout est chiffré et écrit au millimètre. Donc moi je le vois plus comme un bouleversement et un nouveau modèle sociétal qui permet d'englober de la même façon à la fois la technologie, la façon dont c'est financé, la façon dont c'est opéré par ceux qui la vivent au quotidien, par ceux qui la financent, par ceux qui en profitent, vous et moi les consommateurs. Et que tout ça, c'est en train de faire changer complètement nos repères, nos façons de fonctionner, l'éventuelle disparition d'un salariat face à l'arrivée des indépendants, qui du coup bouleverse aussi nos appréhensions de la capitalisation ou de la solidarité ou de la répartition, comme on l'appelle, pour la sécu, pour l'éducation, pour la santé. Donc en réalité, le mieux est de ne pas avoir de définition parce que ça permet de garder l'esprit large sur tous les phénomènes que ça embrasse. Et en fait, à vouloir la définir, on la réduit et du coup on finit par n'étudier que cette partie qu'on a circonscrite et qui est toute petite. Donc je pense que les bouleversements sont suffisamment majeurs pour qu'on ne s'arrête pas à une définition, même si on peut effectivement en trouver 2 ou 3 à donner à ce phénomène. Et pourquoi ça bouleverse autant également la vie politique, que ça gêne autant les politiques, cette ubérisation? En fait, pour l'instant, ça les gêne sans les gêner. C'est-à-dire que ça leur donne une occasion supplémentaire d'avoir quelque chose à diaboliser. Et pendant qu'on diabolise quelque chose, on évite de se poser les vrais problèmes que se posent les Français, et puis notre économie, et puis notre absence de croissance, et puis nos problèmes de solidarité, de socle de vie ensemble, en fait tous les sujets fondamentaux. Ça évite d'aborder les problèmes du chômage, etc. On dit, il y a un coupable. Un coupable, c'est super pratique parce que regardez, il ne paye pas ses impôts, regardez, il veut détruire notre modèle social, il emploie des indépendants, ils sont paupérisés, ils sont plus protégés. On a trouvé un diable sur lequel on peut taper. Ce qu'on ne voit pas, et c'est là où les politiques sont relativement coupables, c'est qu'en réalité, on ne permet pas non plus à des startups françaises de devenir des géants mondiaux. Et donc du coup, ces géants mondiaux ne sont pas français. Ils sont américains, ils sont aussi chinois. Les Chinois et les Américains d'ailleurs se partagent le marché et nos politiques se voient totalement impuissants à régler ce problème. Donc du coup, ils voient que 2 solutions. Interdire ou légiférer, d'une part, en disant on interdit Hitch, on l'envoie au correctionnel, on interdit Uber Pop, c'est pas bien, des gens qui prennent leur voiture après leur boulot pour encore travailler, essayer d'améliorer leurs revenus et de vivre plus décemment, on peut pas laisser faire ça, mieux vaut les laisser indigents, pauvres et en dessous du seuil de pauvreté, c'est tellement plus facile. Bon. On interdit, et puis envoyer des entrepreneurs en correctionnel, c'est juste un concept qu'on ne peut envisager qu'en France, c'est-à-dire vous créez de l'activité, des emplois et vous dites le mieux pour te récompenser, c'est quand même de t'envoyer en prison. Bon, donc c'est un signal à la société qui est très particulier. Et puis de l'autre côté, ce qu'ils voient aussi, c'est qu'en période de disette budgétaire, c'est tout à coup des milliards qui pourraient être récupérés, mais l'Allemagne voudrait les récupérer, l'Italie voudrait les récupérer, tout le monde voudrait récupérer ces milliards, qui sont liés au fait que l'Europe, qui n'existe pas vraiment, n'a jamais su harmoniser sa fiscalité, et que les boîtes disent c'est moins cher en Irlande, donc je m'installe en Irlande. Donc en réalité, le coupable, c'est l'Europe, c'est pas Apple ou c'est pas les GAFA qui profitent d'un système. De la même façon, tous les grands groupes mondiaux profitent des défaillances fiscales du monde entier depuis la nuit des temps. Donc voilà, on a trouvé un diable, on le diabolise et pendant ce temps-là, on passe à côté. Donc ils sont très gênés parce qu'ils voient bien qu'ils n'ont pas d'impact sur cette société numérique, ils n'ont pas le temps d'y réfléchir. Ça ne fait pas partie de leur programme, ça n'intéresse personne dans le cadre des primaires. L'électorat qui vote est plutôt âgé, à droite et aussi à gauche, un peu moins à gauche, mais surtout à droite, et cet électorat ne s'intéresse pas pour le moment à ce sujet. Donc ce n'est pas le sujet des politiques. Et je crains malheureusement que même passé les primaires, on n'abordera pas ce sujet qui touche l'intelligence artificielle, qui touche le post-humanisme, qui touche la possibilité de toucher à vos chromosomes et aux miens, et de savoir si on devrait se poser la question de savoir si c'est bien ou pas. Ce sont des sujets intellectuels,
de long terme. Le politique ne fait pas dans le long terme, c'est pas son échéance de temps. Donc ça le gêne parce que c'est pas dans son modèle, c'est pas dans son échéance, c'est pas dans sa préoccupation et c'est pas dans ce qu'il est capable de vendre dans sa panoplie aux électeurs. Sauf que nous, acteurs économiques, et vous et moi en tant que citoyens, on voit juste passer le train et ce train pour l'instant il n'est pas français. Alors pour autant, avez-vous quand même observé certaines dérives ? Si vous voulez, aujourd'hui, à partir du moment où vous changez un modèle, vous détruisez de l'existant. Donc s'il y a des acquis, c'est qu'ils se sont forgés avec le temps, qu'à un moment donné, des équilibres se sont trouvés. Alors les acteurs qui gèrent cet équilibre sont contestables. Pour moi, aujourd'hui, les syndicats patronaux comme salariaux sont totalement, eux aussi, dépassés par ce débat aujourd'hui. Ils ne l'embrassent pas. On n'en a pas parlé. Je veux dire, dans les dernières années, vous avez entendu parler des 35 heures, des seuils sociaux, qui sont des sujets légitimes qu'on peut se poser. Mais ces grands sujets de bouleversement de la société, vous n'avez entendu ni la CGT, ni le patronat en parler. Parce que pour l'instant, ils sont très en deçà de cette discussion. Donc, on détricote quelque chose. Donc forcément, à un moment donné, vous perdez, il fait froid dehors, on vous enlève un vêtement chaud, vous dites mais vous n'allez pas me l'enlever, il fait froid. Bon, donc il faut qu'on arrive à trouver le moyen d'inventer un autre vêtement chaud, mais ça ne peut pas être le même que celui d'hier, de la même façon que il y a des centaines de millions d'années porté des peaux de bêtes, et puis après on a fait du Gore-Tex, demain il faut qu'on invente une autre matière. Bon, donc il faut inventer pour la société un autre vêtement de chaud tant qu'on sera en période glaciaire, c'est-à-dire en période de non-croissance, de non-emploi, de non-avancement. Bon. Donc aujourd'hui, bien évidemment, si vous avez une boîte qui emploie des indépendants, qui n'ont pas de rapport, en tout cas, sauf requalification, mais qui n'ont pas de rapport hiérarchique, qui sont des auto-entrepreneurs, donc totalement indépendants, ils n'ont pas le droit, la boîte ne paye pas de charges patronales, eux n'ont pas les mêmes cotisations, n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas les mêmes obligations, et vous créez deux économies qui fonctionnent en même temps avec des règles différentes. Donc bien évidemment, une économie qui, elle, contribue à tout et une économie qui contribue à peu, on ne peut pas baser un modèle économique d'une belle boîte du numérique uniquement sur le fait de déshabiller l'existant. Il faut qu'elle le fasse parce qu'elle apporte un meilleur service aux clients, parce qu'elle est plus performante, parce qu'elle investit, mais pas uniquement parce qu'elle contourne un système. Donc du coup, le défaut aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce garçon ou cette fille qui vient en roller ou en vélo, qui passe la place de l'Étoile à 7 h le soir au risque de sa vie pour vous livrer une pizza dont on estime, nous, consommateurs, que la livraison doit être rapide et gratuite, sinon en plus on rouspète et pourtant on ne l'a quasiment pas payé, évidemment, à un moment donné, ça pose un problème parce que pourquoi il ne serait pas payé ? Pourquoi il n'aurait pas de protection ? Pourquoi il ne préparerait pas sa retraite ? Pourquoi il n'aurait pas le droit au chômage ? Alors que moi, qui l'attends confortablement dans mon canapé et qui ne veut pas le payer parce qu'on m'a expliqué que la livraison, ça n'avait pas de valeur, que c'était Amazon qui avait dit que c'était gratuit et que c'était tout en 24 heures, voilà, ça crée des dommages. Donc c'est ces dommages-là qu'il faut anticiper. Je pense qu'il faut laisser cette économie se développer, mais il faut réfléchir à des modèles qui permettent effectivement à ce livreur, notamment, mais il y a plein d'autres professions, de vivre décemment, d'avoir un minimum de protection, de savoir qu'il construit quelque chose pour l'avenir, et que si une plateforme, tout à coup, faut 100 milliards de dollars en bourse demain, il pourrait paraître légitime que ce type qui roule tous les jours pour créer cette valeur en retire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on recrée un socle fondamental entre les gens, qu'on leur donne envie de créer un espace commun qu'est l'entreprise et de dire ok, je sais pourquoi je roule parce que quelque part je vais en tirer quelque chose. Et vous savez, quand vous gagnez 1200 ou 1100 euros net par mois à pédaler toute la journée, on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, si à un moment donné vous prenez une part de ce gâteau, ça adoucit un petit peu les bobos. Bon, parce qu'à un moment donné, au moins vous avez 5 ans, 6 ans, 10 ans de vie devant vous qui vous tombent dans la poche en une seule fois. Donc c'est ça qu'il faut créer, c'est cette envie des gens de recréer un objet commun. Et si cet objet commun, c'est des sociétés du numérique, tant mieux. Si les sociétés du numérique ne savent pas mieux le faire que leurs aînés, c'est que c'est peut-être pas non plus le bon modèle. Alors justement, dernière question, à travers donc, votre observatoire de l'ubérisation, voyez-vous une nouvelle révolution bientôt arriver à moyen terme ou est-ce que c'est une tendance, l'ubérisation, ça va se pérenniser pour devenir encore plus important ou il y a encore quelques révolutions dans ce domaine-là qui vont arriver aussi? Je pense que le phénomène maintenant, il est totalement lancé, inéluctable et le concept en lui-même ne reviendra pas en arrière. Une fois que les habitudes sont prises, vous avez des millions de personnes dans le monde qui vont être employées sur cette forme, que l'essentiel des nouveaux emplois créés aux États-Unis comme dans un certain nombre de pays ne sont plus des emplois salariés mais bien des emplois indépendants.
ça devient ce que les économistes appellent structurant. Donc ça veut dire qu'une fois que c'est structurel, ça devient culturel, et culturel, ça devient une habitude, c'est ancré, c'est fini. Donc je pense que le retour en arrière n'est pas possible. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, j'espère, il y aura une pression relativement forte pour qu'on puisse quand même faire en sorte que cette économie puisse continuer à être pérenne. Parce que pour l'instant, elle ne l'est pas. La plupart de ces boîtes du numérique perdent de l'argent. Donc elles n'ont pas un modèle économique, malgré ce contournement, qui leur permet de gagner de l'argent. On l'a vu dans les faillites récentes de Take It Easy, etc. Quand vous prenez 10, 15 ou 25% même du prix de la course, mais qui fait quelques euros, il faut que vous fassiez tellement de courses pour gagner de l'argent, c'est juste monstrueux. Donc le modèle économique, malgré ce contournement, n'est pas suffisant pour rendre les boîtes rentables, donc il va falloir trouver comment les rendre rentables. Et c'est souvent justement avec un rapprochement avec les grands groupes existants qui, eux, savent le rendre rentable. Bon. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est qu'effectivement, cette population qui est très nombreuse, qui va rester dans une incapacité d'élévation sociale forte, va forcément, au bout d'un moment, se révolter un peu, parce qu'elle ne va pas voir passer des valorisations absolument délirantes, totalement déconnectées de la réalité. Je trouve qu'Uber est une boîte fantastique, mais comment est-ce qu'elle peut valoir 65 milliards de dollars et perdre tout l'argent du monde? Pour l'instant, c'est une économie irréelle. Donc, il va falloir effectivement que ce partage de la valeur se fasse mieux. C'est-à-dire que l'occasion fantastique qu'a l'économie du numérique aujourd'hui, c'est d'inventer une nouvelle forme de capitalisme. Beaucoup plus humain, beaucoup plus collaboratif, c'est un mot dévoyé, mais en tout cas, qui soit vraiment dans le partage de la valeur. Et ça, le message clé sur lequel on travaille nous aujourd'hui, c'est comment on organise un meilleur partage de la valeur. Parce que si on crée des valeurs aussi énormes et qu'à un moment donné, la boîte les vaut vraiment, il faut que tout le monde en profite. Et là, tout à coup, si tout le monde est gagnant dans le jeu, tout le monde va contribuer au jeu. Et puis les équilibres vont se recréer. On va recréer de nouveaux équilibres. Ok, je ne suis pas salarié, je suis indépendant, mais on peut peut-être trouver un moyen de s'équilibrer. S'il il en faut une. Tout ce qui manque aux économies occidentales aujourd'hui, c'est une utopie, c'est une croyance. C'est d'ailleurs la certitude utopique, même ces deux mots qui ne sont pas faits pour s'entendre, qu'il peut se passer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, les gens n'ont qu'une défiance d'une part, une désillusion, beaucoup d'amertume et une incapacité à en croire à l'avenir. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait cette utopie. Mais il faut que cette utopie, elle soit sincère. Donc l'utopie, elle existe. On sent bien qu'aujourd'hui, à 25 ans, on peut devenir milliardaire. C'est pas impossible. C'était impossible pour nos parents, pratiquement. Les milliardaires de la génération de nos grands-parents ne l'étaient jamais avant 45, 50, 60 ans. À 25 ans, vous pouvez l'être. Donc il y a un vrai rêve d'une nouvelle génération pour dire « pour moi aussi, c'est possible », mais ça ne peut pas être le rêve d'une personne. Il faut que cela soit le rêve possible de centaines de millions de personnes, voire de milliards qu'on est en train de générer sur cette planète et qu'on ne va pas pouvoir nourrir tous les jours avec juste des utopies purement philosophiques. Donc tout l'enjeu est là, le partage de la valeur, le partage de ce gâteau. On peut le grossir, il faut le partager. Si on arrive à faire ça, c'est une vision qui est à la fois libérale et un peu socialiste. Du coup, c'est un peu un mélange des genres intéressant. Pour ceux qui vont réussir à faire ça, et la France pourrait réussir à le faire, ça peut être le début d'un modèle nouveau et qui pourrait attirer du coup du monde entier un intérêt très très fort. Parce que les gens aujourd'hui qui sont en quête de sens, alors ça c'est le truc aussi très bobo parisien, tout le monde est en quête de sens. Bon, quand vous avez un compte à découvert et un tout petit salaire, vous n'êtes pas en quête de sens, vous êtes en quête de vie. C'est déjà le sens, ça vient plus tard. Donc il faut effectivement donner les moyens aux gens d'enfourcher cette utopie et de leur prouver qu'ils ont une place à y jouer. Pour l'instant, ils n'en sont pas encore totalement persuadés. Mais on ne peut pas enlever au fait que les VTC, que tous ces jobs, les Stuart, les Deliveroo, etc., ont quand même sorti entre 30 et 35% de leurs effectifs qui étaient au chômage une année auparavant. Bon, donc pour l'instant, c'est un constat positif. Le truc, c'est que pour l'instant, ça les dénude un peu en termes purement de protection. C'est ça qu'il va falloir travailler. Puis ensuite, s'il y a vraiment une réussite, il faut voir comment la partager. Si on travaille bien ces 3 étages, on passe de l'utopie à un plan concret qui peut se mettre et s'activer relativement rapidement. Denis Jacquet, merci beaucoup. Je vous en prie.